C'est un programme que nous avons eu la chance de lancer avec la ville de Genève, avec le Bureau de l'intégration des étrangers, avec le soutien de fondations aussi, le soutien du service de lutte contre le racisme, et qui a pour originalité de ne pas distribuer de l'argent, mais d'aider à dépasser les malentendus. Donc c'est le programme Rome à Genève, qui a permis aussi à des Roms de devenir eux-mêmes médiateurs interculturels et que vont nous présenter Monica Bettaglini et Pauline Savelieff. Monica est enseignante et chercheuse à la Haute École de Travail Social. C'est elle qui a accompagné ce travail sur le plan recherche, qui est une recherche-action. Et puis Pauline Savelieff est notre responsable de projet. Merci à toutes les deux de nous partager cette expérience. Voir la présentation. On va pas perdre du temps. Vous avez mis la barre haut, ça va être difficile d'enchaîner. Mais on va aussi parler de l'action de Caritas. Donc on va faire ça à deux. C'est un projet qui a démarré il y a fort longtemps quand même. Enfin, ça fait officiellement 2 ans. Mais qui existe dans les pensées, dans la réflexion depuis plus longtemps que ça. Qui est né donc au départ d'un décalage entre une problématique trop médiatisée, qui est celle des Roms, des personnes roms présentes dans les rues de Genève, qui sont des personnes qui viennent essentiellement de Roumanie, vous verrez, et des solutions à ces questions-là qui étaient plutôt inadaptées, on peut dire ça comme ça, et que Caritas a décidé de prendre à bras-le-corps. Donc il y a eu pas mal de réseaux de réflexion autour de ces questions, en collaboration entre Caritas et la Haute École de Travail Social, avec un certain nombre de personnes qui se sont impliquées. Et ce qu'on a imaginé pour trouver d'autres solutions que celles que Caritas elle-même et les personnes qui avaient réfléchi autour trouvaient plutôt inadaptées par rapport à la situation. Donc on a imaginé un dispositif, surtout Pauline a imaginé, on l'a soutenu dans cette démarche, un dispositif innovant, et on verra dans notre présentation pourquoi il est innovant. C'était donc une collaboration, une recherche-action, comme Dominique vient de le dire, donc avec la participation de la Haute École de Travail Social et Caritas, et une recherche qui a obtenu le soutien pour le côté recherche de la Commission pour la technologie et l'innovation, donc un fonds fédéral, et puis pour le côté action, donc c'est un projet pilote qui a été mis en place, c'était soutenu par la ville de Genève, le canton de Genève et la Confédération, le service de lutte contre le racisme. Mais tout d'abord, peut-être, qui sont les personnes qui étaient au centre, au cœur de ce projet, qui sont les Roms? Qui sont les Roms? Alors, bien souvent, quand on parle des Roms, nous viennent un certain type de représentations, un peu romantiques d'un côté, on les imagine facilement joueurs de violon, de guitare, flamenco, devant une roulotte au coin du feu. De l'autre côté, c'est plutôt des représentations négatives, la mendicité, les réseaux mafieux, voleurs de poules, voilà. Alors, nous, on ne dit pas que ces deux extrêmes n'existent pas, elles existent au même titre qu'elles existent dans n'importe quel type de société. Il y a des artistes et il y a des personnes qui peuvent vivre dans une certaine forme de pauvreté ou d'illégalité. Au milieu de ces deux extrêmes, il y a un éventail de réalités ces deux extrêmes sont les plus visibles, et puis la majorité, en fait, sont des invisibles. Parce que être Rome, c'est être tellement stigmatisé qu'on tait ses origines quand on a une place de travail. Et en Suisse, comme ailleurs, dans toute l'Europe, il y a des Roms, qu'ils soient Roms, ou Manouche, ou Sinti, ou peu importe, Yéniche, qui sont banquiers, qui sont boulangers, qui sont à poser l'asphalte, qui sont ébénistes, qui sont dans toutes les strates de la société. Simplement, ils taisent leurs origines. Les quelques rares qui osent le faire ont beaucoup de courage. Beaucoup d'entre eux ont arrêté de le dire ou n'ont jamais osé le dire, mais souvent, il y en a qui l'ont dit et qui ont perdu leur travail. Donc voilà. Ici, on va parler, le projet Rome à Genève s'adresse, lui, aux Roms migrants précaires qui sont dans les rues de Genève, donc qui sont une de ces extrêmes particulièrement visibles. Ils viennent
Ils viennent de... Merci. Désolée. Ils viennent principalement de Roumanie, à 95%, d'une région qu'on peut voir dans le cercle au centre, c'est la Transylvanie. Sur Genève, ça représente grosso modo 300 personnes qui sont pendulaires, qui viennent et qui repartent, avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie au pays. L'idée n'étant pas de rester là. Voilà. Une image qui montre un petit peu quel type d'habitat et quel type de région sinistrée. C'est des régions post-industrielles sinistrées, la Transylvanie. Et l'écrasante majorité des Roms qui sont à Genève viennent de différents villages, d'environ 7 parties différentes de la Transylvanie. Mais voilà, c'est de loin pas les palaces que l'on peut voir dans certains reportages télé. Donc pour sortir des palaces, non, pour rester sérieux, les personnes, pour améliorer leur quotidien, comme beaucoup l'ont fait, hein, comme beaucoup d'autres groupes, d'autres populations, d'autres pays, souvent leur cours c'est partir, c'est la migration, c'est aller ailleurs. Et on voit ici quelques images qui symbolisent finalement les étapes, les moments de cette migration pendulaire que Pauline a décrit. Il y a des gens qui restent souvent avec les enfants, c'est des personnes âgées, puisqu'on ne vient plus tellement, les groupes familiaux sont très soudés, mais pour toutes sortes de raisons. On y reviendra si on a un petit peu de temps. Les enfants restent plutôt au pays et les adultes migrent, mais reviennent. Donc c'est des moments où ils restent sur place et des moments où ils reviennent avec le peu qu'ils ont pu mettre de côté ou gagner avec la présence sur place. Qu'est-ce que ça représente en termes de difficultés, cette migration? Une migration n'est jamais facile pour personne, même pour la littérature montre, même pour les personnes aisées, c'est pas évident de migrer. Mais dans ces conditions-là, c'est encore plus difficile, on peut le dire. On avait conduit une recherche en 2013 dans laquelle on allait vers les personnes roms migrantes, leur poser la question quel était le problème, donc quels étaient leurs problèmes dans la migration, et on a conduit une dizaine de groupes de discussions, on peut dire ça comme ça, dans lesquels on a pu, à partir de ces discussions, on a pu sortir un certain nombre de problématiques saillantes dans la situation de migration ici. Donc. Et ici, on voit des petits extraits de ces groupes de parole dans lesquels on voit quelles sont les principales difficultés. Et je dirais la difficulté numéro 1, c'est les relations avec la police, qui sont un problème de tous les jours. Les gens qui vivent dans la rue, notamment quand ils sont aussi visibles et stigmatisés, donc visibles, on voit sur eux à quel groupe ils appartiennent. Ça veut dire être contrôlé 6 à 8 fois par jour par des agents différents. Donc ceci, on peut se l'imaginer, provoque du stress, de la peur, un sentiment d'insécurité. Paradoxalement, la police est là plutôt pour rassurer, mais dans ce contexte-là, ça provoque un stress, donc une vulnérabilité. On l'a vu ce matin, stress et vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on peut presque utiliser comme synonyme, et aussi un sentiment d'injustice. On peut être, ce stress, on peut le retourner contre soi, mais aussi contre les autres avec ce fort sentiment d'injustice. Insécurité, précarité, c'est-à-dire ils sont dans des situations précaires chez eux, la même précarité persiste dans la migration, ça ne s'arrange pas, au contraire, puisqu'on rajoute des difficultés. On l'a dit, la stigmatisation n'est pas quelque chose de nouveau pour ces personnes-là, mais ici, on rajoute le fait d'être à l'étranger, donc d'autant plus visible, puisqu'on est dans la rue, puisqu'il n'y a pas de possibilité de logement, ou presque pas. Et puis il y a la question du travail, dans lequel la discrimination elle est réelle. C'est pas un sentiment de discrimination, elle est réelle, puisque c'est des personnes qui viennent de Roumanie, comme on vient de le voir, et il y a effectivement une discrimination à l'emploi
temporaire certes, mais réel pour l'instant. Il y a eu une petite parenthèse, mais je ne rentre pas dans le détail. D'un point de vue légal, pendant un certain temps, il y avait une possibilité d'accès à l'emploi plus élargie, mais en fait, ces personnes-là ne bénéficient pas de la libre circulation des personnes à l'heure actuelle. Donc, une discrimination réelle, qui n'est pas juste un sentiment. Donc tout ça, si on met tout ça bout à bout, ce qu'on demande aux gens et ce qui est objectif aussi, on a un certain nombre de facteurs de vulnérabilité. On l'a vu ce matin, ce n'est pas quelque chose qui est juste spécifique à ces personnes-là. Il y a plein de groupes qui sont en situation d'avoir besoin, qui cumulent des facteurs de vulnérabilité, mais là, on a vraiment un cumul extrêmement important. Et dans le facteur numéro 1, Pauline l'a dit tout à l'heure, c'est la question de la stigmatisation. C'est-à-dire c'est très visible qu'ils appartiennent à un certain groupe qui est plutôt, traditionnellement, on peut le dire comme ça, puisque ces personnes sont discriminées, stigmatisées depuis des siècles, rejetées, donc mis à l'écart. Donc on a fait une liste non exhaustive ici de facteurs de vulnérabilité, comme la faible ressource socio-économique, donc étant en marge de leur société d'origine, ils sont dans des situations difficiles, donc peu d'accès à la formation, donc des ressources socio-économiques et scolaires faibles, donc les deux choses étant reliées. Donc un accès difficile aux institutions publiques, que ce soit dans leur pays d'origine ou ici encore plus difficile, puisqu'en plus de la difficulté liée à la stigmatisation, mais il y a aussi des difficultés qui viennent du fait d'être étrangers, donc de ne pas bien connaître le système et d'avoir donc un accès difficile aux institutions sociales, scolaires, de formation professionnelle. Donc une marginalité dans la société dans son ensemble. Donc, peu ou pas de réseau d'accueil ici pour ces migrants. Souvent, dans les grandes migrations, dans les réseaux de migration, entre guillemets, il faut prendre le mot réseau en termes positifs et non pas négatif, il y a souvent une diaspora ou un réseau d'accueil de migrants sur place, ce qui n'est pas du tout le cas pour ces personnes roms qui ne sont pas accueillies par les autres présents pour les raisons que Pauline mettait en avant, c'est-à-dire que c'est très stigmatisant de se montrer solidaire avec ces personnes qui portent sur eux les stigmates de leur appartenance. Et donc, ils sont cantonnés à rester dans un état d'urgence perpétuelle, en fait. Et donc, stigmatisés, on l'a dit, subissent du racisme, etc., etc. Mais, dans ce projet, on a pris le parti pris de ne pas se limiter à ces facteurs de stigmatisation et de vulnérabilité, mais de montrer aussi quelles sont les potentialités et les ressources de ces personnes, qui ne sont pas des ressources spécifiques à ces personnes-là, mais qui partagent avec d'autres personnes. Notamment un réseau familial fort. On a vu dans la présentation de Mme Burton-Jean Gros comme le réseau familial est quelque chose d'important, notamment en termes de santé, mais pas uniquement en termes de réseau social. Et là, le réseau familial est fort. La migration se fait en famille, en fait. Alors, j'ai dit au début, les enfants ne suivent pas forcément. Mais disons, la famille reste extrêmement soudée. On peut parler d'une grande résistance à l'adversité ou résilience, est-ce que c'est le bon terme ou pas, peu importe, ça c'est un fait. Lien entre pairs, ça c'est aussi quelque chose qui est très fort, sens de l'appartenance, pragmatisme, c'est clair que dans les différents entretiens qu'on a fait, dans les différents entretiens qu'on a fait avec les gens, on s'est bien rendu compte du pragmatisme. Les gens ils sont tout à fait conscients de leur situation et très au clair par rapport à leurs aspirations. Là, je fais aussi référence à l'intervention ce matin de M. Bonvin par rapport aux questions d'aspiration. Là aussi, les gens sont tout à fait au clair, ils sont clairement experts de leur situation. Un fort attachement entre les parents et les enfants aussi très clair, une grande adaptabilité et flexibilité, des caractéristiques qui sont très appréciés dans la société moderne par l'économie, ils les ont clairement. Sens de l'entrepreneuriat, ils n'ont pas tellement été salariés. Et donc, capacité de se débrouiller aussi en termes économiques, des codes culturels très clairs, une société très structurée en fait. Donc, toute une série de ressources, etc., etc.,
sur lesquels le projet s'appuie pour construire quelque chose. Alors, quel est l'objectif en fait du projet? L'objectif était de construire un mieux vivre ensemble entre ces migrants un peu particuliers, certes, et les Genevois. Donc, l'idée, c'est de construire une passerelle qui permette la mise en lien entre les ressources de ces personnes et les ressources de la société locale, auxquelles ils ont peu ou pas accès. Dans le but de faire quoi? Donc, d'améliorer la cohabitation et d'accompagner ces migrants dans la réalisation d'éléments qui puissent contribuer à des projets migratoires personnalisés, donc de construire leur propre projet de migration ou de vie, et qui visent donc l'insertion ou la réinsertion, soit dans la société locale, soit dans la société d'origine, les deux, à la limite, peu importe. Hein. Construire un projet de vie avec ces personnes en s'appuyant sur leur potentialité. Alors, comment est-ce que ce dispositif fonctionne? Ça, c'est un peu le constat par rapport aux gens. Alors, comment on a imaginé ça? Tout d'abord, c'était une question structurelle. Une équipe d'intervenants qui est mixte, c'est-à-dire composée d'experts de la société locale et d'experts de la société de migrants. Alors, les experts de la société locale, c'est des travailleurs sociaux, donc Pauline, qui est la chef de projet, Tchera, qui est dans le public ici, et 2 médiateurs intercommunautaires qui sont issus de la communauté de migrants, donc à l'occurrence ici des Roms migrants, et qui ont été formés aux méthodologies du projet et qui fonctionnent ils fonctionnent en équipe avec les intervenants locaux. Enfin, locaux, Tchera vient aussi de Roumanie, mais ne fait pas partie de la société des Roms, mais de la société majoritaire roumaine. Alors, c'est clair que les questions linguistiques sont importantes, ne sont pas essentielles, mais importantes, c'est simple, mais il ne faut pas imaginer que ça soit de la traduction. C'est de la traduction de système, si on veut, dans ce dispositif-là. Et puis aussi, un peu comme on a vu dans le sketch tout à l'heure, dans le dispositif, on fait un premier recours. Hein. Donc c'est un peu comme le médecin généraliste chez qui on va, mais ensuite on est adressé chez des spécialistes, c'est-à-dire que l'équipe envoie les personnes et accompagne plutôt qu'envoie, parce que souvent le lien se fait difficilement, accompagne les personnes auprès des spécialistes qui puissent résoudre ou avoir une réponse ou encore peut-être adresser mieux la personne par rapport à la problématique qu'elle met en avant, qui sont des problématiques de santé, des problématiques juridiques, etc., etc. Donc l'idée c'est de ne pas faire pour les gens, mais de faire avec les gens. Donc l'idée, c'est mobiliser les ressources et le pouvoir d'agir, donc des familles roms, mais aussi des institutions, puisqu'on va faire le lien avec les spécialistes, entre guillemets, dont les personnes ont besoin, que ce soit au niveau du service des contraventions, au niveau de l'hôpital, etc., etc. Et aussi de la population, puisque parmi les objectifs, il y a aussi la médiation avec les habitants. Des médiations qui se sont faites pendant tout le long du projet. Donc, ça, c'est à qui s'adresse, qui mobilise en fait le projet. Et après, il y a une utilisation d'outils spécifiques pour réaliser ça, qui vont de la médiation intercommunautaire, c'est-à-dire jeter des passerelles entre les modes de fonctionnement des 2 communautés, mais aussi faire des réelles médiations, c'est-à-dire en cas de conflit, aller faire des médiations au sens formel du terme. Former les médiateurs intercommunautaires, c'est donc les personnes de l'équipe qui sont issues de la communauté, avec un système de formation qui est adapté, qu'on pourrait appeler un système de compagnonnage, c'est-à-dire les personnes qui sont issues de la communauté sont formées à côté des professionnels et en même temps apportent des connaissances aux professionnels. Donc il y a un réel passage de connaissances entre les professionnels et les médiateurs intercommunautaires. Donc on a aussi un médiateur intercommunautaire ici, 2, les 2 sont là. Alors je n'ai pas vu Gabriela, mais Tiberiu est là. Mais il se cache, Gabriela, mais ils sont les 2 là. On a mis en place des espaces de parole intercommunautaires, donc pour faire le lien entre les communautés. Alors je ne vais pas dans le détail du fonctionnement. Tu veux juste dire ce que c'est les communautés? Dis ce que c'est que les communautés. Au sens, c'est pas au sens de... Enfin, les Genevois, c'est pas une communauté. Donc c'est la communauté des soignants, la communauté... les codes, des groupes qui ont des codes à eux. Et puis, donc, un travail de l'équipe, c'est de faciliter la compréhension des codes
dans les deux sens. Voilà. C'est en ça qu'il y a vraiment passage de connaissances entre les deux. Il est vrai qu'on a beaucoup observé avec ma collègue, donc on est deux chercheuses, on a passé en immersion, c'est une recherche-action, on a vraiment travaillé avec l'équipe tout le long, sur le terrain, dans les colloques, etc. Et on a beaucoup observé ce passage de connaissances, c'est pas à sens unique. Clairement, il y a des connaissances qui viennent de la communauté, donc les codes de fonctionnement de la communauté des personnes roms migrants à Genève, qui sont passés auprès des professionnels locaux pour que ces liens se fassent de la manière la plus efficace possible. Et puis, voilà. Et puis aussi, une autre caractéristique qui traverse tout ce projet, c'est vraiment la participation. On le voyait déjà un petit peu entre les lignes avec ce que je viens de dire, mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes d'être acteurs de leur vie quelque part, hein, de redevenir acteurs dans leur vie, et donc de pouvoir construire des éléments qui leur permettent de faire un projet de vie de long terme à travers un certain nombre d'outils spécifiques dont je te laisse parler s'il nous reste un peu de temps. J'essaie de maintenir le timing. Donc, quelles sont les convictions et les présupposés qui sous-tendent les différentes actions menées par ce projet? C'est donc un projet pilote qui s'est terminé, la phase pilote cet été, mais c'est une action qui continue d'être menée aujourd'hui. Donc, ces présupposés, ces convictions, c'est que toute personne, quel que soit son milieu socio-économique, développe tout au long de son expérience des savoirs et des stratégies qui lui sont propres, et que celles-ci peuvent être transposables et également utiles à d'autres personnes. Donc c'est vraiment une question de perméabilité. Comme l'a dit Domelder Camara, personne n'est suffisamment pauvre pour n'avoir rien à donner et personne n'est suffisamment riche parmi nous pour n'avoir rien à recevoir. Donc ça, on le vit au quotidien avec les personnes accompagnées, mais aussi au sein de l'équipe. C'est l'incarnation concrète et comportementale de cette conviction qui génère une posture spécifique chez les professionnels. Et en effet, s'il est une seule compétence fondamentale à avoir pour travailler dans un contexte interculturel, en cherchant à établir des relations horizontales, circulaires, c'est que, quel que soit notre domaine d'expertise, l'expertise d'être issu de la communauté rome et de savoir très très bien comment ça fonctionne, ou l'expertise d'être travailleuse sociale et appartenant à la société dominante suisse, ou d'être psychologue, ou voilà, d'être femme, d'être homme, c'est des formes d'expertise différentes, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout. Et ça nous paraît fondamental. C'est savoir que j'ai besoin de questionner l'autre pour mieux comprendre, être prête à apprendre perpétuellement les uns des autres, être continuellement dans une forme de curiosité bienveillante et prendre le temps d'expliquer notre propre monde. Pourquoi est-ce si important ? Savoir que je ne sais pas tout m'empêche d'être porteuse de solutions pour mes interlocuteurs. Et c'est justement ça qui est important, parce que c'est ça qui leur permet de se mettre en contact avec leurs propres ressources et leur propre pouvoir d'agir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour eux, qu'on est juste passif. On a des domaines d'expertise, chacun, effectivement, dont certains qui relèvent de la connaissance du système local, socio-sanitaire, politique, etc. Donc c'est bien dans le mandat de l'équipe d'informer les personnes les plus vulnérables, de leur faciliter l'accès aux droits communs. Toutefois, il arrive un moment donné où elles arrivent à aller toutes seules au service des contraventions et à se débrouiller avec une autre qui parle un peu mieux français quand ils ont compris comment ça fonctionne. Pour l'hôpital, ça reste un petit peu plus compliqué parce que le vocabulaire de santé, c'est pas toujours le même et donc c'est souvent encore important qu'on soit présent pour accompagner. Et donc ce que je voulais dire, c'est que face aux problèmes plus complexes, on a un travail d'accompagnement où on reconnaît qu'on a un bout d'expertise. Par contre, pour les problèmes plus complexes comme les conflits de voisinage, des conflits qui peuvent être intracommunautaires ou extracommunautaires, l'équipe, nous sommes que experts des méthodologies, des dispositifs qui vont permettre la réflexion et la mise en mouvement des personnes.
Mais le pouvoir de réflexion et de changement, les issues et les solutions négociées reviennent, elles, entièrement aux personnes, soit les Roms, les professionnels ou les habitants, ou tous. Dans l'équipe, c'est la même histoire, savoir qu'on ne sait pas tout et mobiliser nos propres pouvoirs d'agir à tous. Donc, je vais passer un petit peu plus vite. Et en guise de conclusion, aussi petit soit-il, le pouvoir d'agir des personnes et des groupes nous semble être la gageure de la dignité et le germe du changement. C'est que croire et savoir qu'autrui a en soi des ressources et des compétences propres mobilisables, c'est ça, le terreau duquel on a pu voir émerger des processus de changement et la recherche de solutions nouvelles. Pour donner un exemple, dans le quartier de Plainpalais, où les relations, enfin, voilà, comme l'a évoqué Monica, surtout Genève, les relations entre la police, qu'elle soit municipale ou cantonale, et les Roms sont des relations tendues, difficiles, autant pour la police que pour les Roms. Simplement, les Roms sont beaucoup plus vulnérables. Donc, ça a un impact dans leur quotidien autre. Et sur le quartier de Plainpalais, autant venant de la police que venant des Roms, que venant de nos propres observations quand on accompagne, il y a une pacification extraordinaire des relations. Les Roms nous disent « c'est incroyable, la police, ça fait une année qu'ils viennent nous contrôler poliment. Ils nous prennent au poste pas plus que le temps du contrôle. Qu'est-ce qui se passe ?» Et la police qui nous dit « mais qu'est-ce que vous avez fait avec les Roms là Qu'est-ce que vous avez fait ? La façon dont ils m'ont dit, c'est différent. » Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a pas dit aux Roms qu'ils avaient... Ils le savent, que c'est interdit la mendicité. Donc, on n'a rien fait. On n'a pas dit, vous ne devez pas mendier. Ils le savent. Sauf que mendier avec un enfant, on l'informe que ça, c'est pas possible, qu'attention, tu vas aller à la protection des mineurs. Mais ils le savent aussi. C'est simplement le regard qui a changé. C'est quelques policiers avec lesquels on a pu extrêmement bien travailler, qui ont compris... quel était le sens de notre travail, qui ont vraiment pris le temps de rencontrer nos collègues issus des communautés roms, qui ont pu dire qu'ils ont compris l'envers du décor, qu'il s'agit de personnes comme toutes personnes, qui sont juste pauvres, en situation compliquée, et donc ils ont fait appel à nous chaque fois qu'ils avaient besoin de faire une médiation, et ils nous font des retours que voilà, depuis une année et demie, 2 ans, vous êtes intervenu à tel endroit en tant que médiateur, et la police n'a plus besoin d'intervenir. C'est dans des grandes institutions publiques, par exemple, où il y avait des conflits constants. Et d'avoir permis le dialogue, ils ont trouvé ensemble des solutions pacifiées qui ont permis que la police ait aujourd'hui beaucoup moins de travail. Donc ça nous paraît important. Voilà. En fait, juste 2 mots pour notre rôle en tant que chercheurs dans cette aventure-là. Donc nous, on a observé, on a aussi servi des fois de confrontation. On a beaucoup écouté les professionnels. Et ce qu'on peut dire à partir de là, bon, on donnera, c'est pas ici le lieu, mais on donnera plus de détails sur nos résultats. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que le fait de redonner aux gens leur pouvoir d'agir, ça leur permet de les réintégrer dans leur dignité, en fait. Et donc, s'il faut retenir quelque chose de ce projet, c'est le fait de pouvoir donner du pouvoir d'agir, de devenir acteurs de leur propre existence les personnes. Et ceci est transposable, il nous paraît en tout cas, à partir de ce qu'on a pu observer, à d'autres communautés. Et ça ne s'arrête pas, c'est pas un projet, alors ça a été un projet pour les Roms ici, mais c'est un projet qu'on peut, à notre avis, très bien extrapoler avec d'autres communautés, selon le sens qu'a décrit Pauline, en difficulté, qui cumulent des difficultés. Merci.